Nathalie Bureau, c'est une femme passionnée par la vie, par la gestion du temps et la productivité. Elle dirige d'ailleurs Nathalie Bureau, conférencière et formatrice, une entreprise au service des entreprises. Elle se joint à Télétravail Academy pour nous offrir sa formation sur l'intégration 5S dans le télétravail. Ça, c'est une capsule où elle décortique la méthode 5S pour transformer votre espace de travail à la maison en favorisant la productivité et le bien-être. Bon visionnement. Vous aimeriez avoir un environnement de travail qui soit physique ou virtuel qui favorise l'efficacité et l'efficience? Que diriez-vous d'implémenter la méthode 5S? Peu importe le type d'environnement de travail que vous avez, cette méthode-là s'avère infaillible. Vous ne savez pas ce que c'est? Vous aimeriez savoir comment l'implémenter? Regardez cette vidéo pour tout apprendre. Mon nom est Nathalie Bureau, votre spécialiste en gestion de temps, organisation, productivité et efficience. Et ça me fait plaisir aujourd'hui de vous parler de la méthode 5S. C'est une méthode qui a été élaborée par un groupe d'ingénieurs japonais pour le compte de Toyota et chacun des S a une signification. Le premier S, c'est pour sélectionner et supprimer l'inutile. Le deuxième S va nous servir à situer les choses, les objets dans notre environnement. Le troisième S nous parle de scintiller, faire briller, nettoyer. Le quatrième S, c'est de standardiser. Et finalement, le dernier S, c'est de suivre, donc être rigoureux pour conserver la méthode efficace. Le 5S est élaboré au niveau de l'optimisation de l'espace de travail, mais je vais également vous le présenter pour optimiser le travail en tant que tel et je vais également aborder le travail informatique. Parlons maintenant des bienfaits de la méthode 5S. Premièrement, ça améliore les conditions de travail et le moral. Bien entendu, tout le monde préfère travailler dans un endroit qui est propre et qui est bien rangé. Premier bienfait. Le deuxième, bien sûr, on économise du temps, donc on va moins gaspiller de temps, on va moins gaspiller d'énergie parce qu'on va être capable de retrouver facilement nos documents, les objets qu'on a besoin, qu'ils soient dans l'ordinateur ou qu'ils soient physiques. Troisième bienfait maintenant, ça vient réduire les risques d'accident, bien sûr, parce que dans notre environnement, moins de chances de trébucher, mais aussi virtuellement, les risques de perdre par erreur des documents, de les supprimer. Alors, ça vient réduire ça parce que tout est beaucoup plus ordonné. Finalement, le dernier bienfait, mais non le moindre, ça vient améliorer votre produit final ou votre service final. Donc, la qualité va être décuplée parce que toutes les étapes vont avoir été plus rapides, vont avoir été faites selon un même standard, ce qui va faire en sorte que votre produit final va être beaucoup plus apprécié ou encore votre service final par vos clients. Alors, des bienfaits à ne pas négliger avec la méthode 5S. Voyons maintenant comment appliquer la méthode 5S dans notre environnement de travail. Bien sûr, c'est quelque chose qui s'applique au monde de l'usine parce que c'est Toyota qui avait développé la méthode 5S, qu'on appelle aussi la méthode Toyota, mais peu importe, comme je vous disais tout à l'heure, votre type d'environnement de travail, ça peut venir s'appliquer à vous. La première étape, c'est sélectionner et supprimer l'inutile. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça concrètement? D'abord, on va aller supprimer tout ce qui n'a pas servi depuis un an. Parfois, je vous le consens, c'est difficile de savoir c'est quand la dernière fois que j'ai utilisé ça. Alors, si vous n'êtes pas certain d'un objet à débarrasser ou pas, collez une étiquette avec la date dessus d'aujourd'hui, par exemple, et à ce moment-là, vous referez le processus dans un an environ et si vous vous rendez compte que l'objet n'a pas servi, vous vous en débarrasserez et le moment où vous allez vous servir de l'objet, vous enlevez l'étiquette. Alors ça vous indique que c'est correct, il a été utilisé et que vous pourrez le conserver. Bien sûr, on va essayer de recycler tout ce qui peut l'être, revaloriser ce qui peut l'être, réutiliser et à la limite, on jettera ce qu'on ne peut pas faire avec les autres airs là, que je vous ai dit. Deuxième étape deuxième possibilité dans cette étape-là,
c'est d'aller relocaliser des objets. Alors moi, je vous conseille, quand vous allez commencer le processus, munissez-vous d'une boîte par endroit ou d'un panier par endroit où vous voulez relocaliser des choses. Alors, si vous travaillez, par exemple, dans votre bureau et que vous savez qu'il y a des choses qui devraient aller dans l'entrepôt, dans le garage, dans la boutique, peu importe le type d'environnement que vous avez, faites-vous une boîte pour chacun et mettez les choses dedans de façon à ne conserver que dans l'environnement actuel ce qui doit s'y trouver. La prochaine étape, ça va être d'aller réparer ou remplacer les choses qui sont brisées. Si toutefois vous dites oui, ça je veux le garder parce que je vais m'en servir, prenez un engagement avec vous-même. Mettez-vous une date dans votre agenda que vendredi de la semaine prochaine, par exemple, je vais amener tel objet à tel endroit pour le faire réparer. Alors à ce moment-là, ça ne traînera pas indéfiniment. Vous allez vous mettre en action par rapport aux choses qui ont besoin d'être remplacées ou encore d'être réparées. Et c'est la même chose si c'est pour un remplacement. Vous faites une liste de courses à faire et vous allez aller le remplacer. Dans cette même étape, on va aller moderniser ou remplacer ce qui est rendu obsolète. Peut-être que vous, ça fait déjà un petit bout de temps que vous êtes en affaires et vous vous rendez compte que vous avez certaines choses qui sont passées date, que c'est plus bon des vieilles boîtes de Outlook 2007 par exemple ou autre chose. Donc, on va aller débarrasser tout ça également, ou encore si on a besoin d'une version plus moderne, on va aller le remplacer. Finalement, la dernière sous-étape de cette première grande étape-là, c'est d'aller conserver tout ce dont on a besoin en fait on va aller ensuite à l'autre étape là, qui va être d'aller trouver où on va les conserver, mais au moins vous allez avoir enlevé tout ce qui venait faire un peu de cafouillage et vous allez garder vraiment juste ce qui vous sert absolument. Voyons voir maintenant comment cette première étape, qui est de sélectionner et supprimer l'inutile, peut s'appliquer au domaine informatique comme tel, donc pour votre partie informatique dans votre travail. Il y a deux façons de le voir. Donc, il y a la première façon qui est de faire un grand ménage de votre ordinateur et de vos serveurs, et la deuxième façon qui est comment l'appliquer au quotidien. Alors, regardons d'abord notre première façon, faire notre grand ménage de notre ordinateur et de nos serveurs. Premièrement, on va aller supprimer tous les dossiers qu'on avait gardés au cas, au cas où ça me servirait plus tard. Si ce au cas-là n'est pas venu, c'est que il ne viendra probablement pas non plus. Même chose au niveau de vos courriels, tout ce que l'on garde au cas. Si le au cas n'est pas venu en un an, encore une fois, on peut aller supprimer tout ça. Deuxième aspect que l'on peut considérer, on va aller supprimer les anciennes versions d'un même document que l'on a déjà. Si toutefois on veut le garder pour l'historique, on va se créer le dossier archive, on va tous les mettre dedans de façon à ce que quand j'ouvre mon ordinateur, j'ai uniquement ce dont j'ai besoin, je vois uniquement ce que j'utilise de façon régulière et non pas toutes les anciennes versions. Au niveau de mon furteur web maintenant, il s'agit d'aller se créer des dossiers pour nos pages web que l'on veut garder comme favoris et non pas d'en avoir 150 sur le côté ou dans la barre de tâches puis on n'est plus capable de se retrouver. Le fait d'aller créer des dossiers comme ça va nous aider à se retrouver beaucoup plus facilement et ça évite d'avoir une liste qui est tellement longue que l'on s'y perd. Bien sûr, on va aller également supprimer ceux qui sont devenus inutiles, ceux qui sont désuets. Finalement, la dernière étape pour ce grand ménage, c'est de décider d'aller relocaliser peut-être certains fichiers qui sont mal classés. On va aller les replacer ailleurs. Se créer un plan de classification va bien sûr vous aider beaucoup à ce niveau-là. Si vous ne savez pas comment, je connais une experte qui peut vous aider, mais c'est vraiment hyper important de vous créer une base de plan de classification de façon à vous retrouver. Parlons maintenant de notre quotidien. Comment est-ce qu'au quotidien, je peux implanter cette première étape-là? C'est d'aller éliminer tout ce qui ne sert pas à ma tâche courante. Alors, pendant que je travaille sur quelque chose, il n'est absolument pas normal d'avoir une trentaine de pages web qui sont ouvertes.
Ça me surprendrait beaucoup que vous travailliez avec 30 pages couramment pour travailler sur une tâche donnée. Oui, des fois, on en a 3, 4, 5, 6 peut-être même, mais une trentaine, c'est beaucoup trop. Donc, dès qu'une tâche est terminée, on va aller fermer nos pages web qu'on n'utilise pas. Également, dans mon quotidien, je vais m'assurer de n'avoir dans ma barre de tâches dans le bas que les documents qui me servent. Encore une fois, je ne crois pas que c'est normal d'avoir 20 documents Excel ouverts en même temps quand vous travaillez sur une tâche donnée. Donc, je complète une tâche, je ferme les documents Excel, Word, peu importe qui étaient pertinents, je les mets de côté et là, j'ouvre la nouvelle tâche et je n'ai que le document que j'avais besoin. Vous verrez comment cette simple méthode va augmenter votre concentration, va diminuer les interruptions et va vous rendre beaucoup plus efficace au quotidien. Parlons maintenant du deuxième S dans les 5 S, qui est celui qui s'appelle situer. On parle donc ici d'aller organiser votre espace de travail, les documents, les outils, tous les objets que vous pouvez avoir besoin, incluant les fournitures de bureau. Donc, comment est-ce qu'on va aller placer ça? On a 2 concepts de base à retenir. Le premier que vous avez sûrement entendu peut-être de vos parents, une place pour chaque chose a sa place. Donc, on doit décider à quel endroit précis on va placer nos objets et toujours respecter cet endroit-là. Pourquoi? Parce que ça évite de les chercher, autant pour vous que pour d'autres personnes avec qui peut-être vous auriez affaire à faire. Donc, vous avez un stagiaire pendant un petit bout de temps avec vous, mais au moins, on est capable de retrouver la graffeuse si toutefois on en a besoin. Le deuxième concept de base, c'est le concept d'utilité proximité, c'est-à-dire plus j'utilise quelque chose fréquemment, plus il va être près de moi, moins je l'utilise souvent, plus je peux me permettre que la distance soit éloignée. Alors, qu'est-ce qu'on entend par rapport à la fréquence d'utilisation? Allons-y d'abord avec la première fréquence qui est rarement. Donc, un objet qui est rarement utilisé. Où est-ce qu'on va le placer? On va aller le placer dans un entrepôt, on va mettre ça dans des boîtes d'archives. Donc, c'est ce qu'on appellerait un objet qui est utilisé moins d'une fois par mois. Maintenant, l'autre type d'objet, c'est l'objet que l'on utilise occasionnellement. Donc là, ici, on parle à moins d'une fois par semaine. Il va être donc dans votre environnement de travail, rangé dans des tiroirs, dans une armoire, pas trop loin, mais en même temps, pas directement sur votre surface de travail. Le troisième type d'objet, ce sont les objets qu'on va utiliser fréquemment. Alors là, on parle de moins d'une fois par jour. Ce sont des objets qui vont rester dans votre poste de travail, donc très très près de vous ou sur même le poste de travail. L'autre type, ce sont les objets que l'on va utiliser régulièrement, donc c'est-à-dire plus d'une fois par heure. On va les garder à ce moment-là sur notre poste de travail. J'aime bien parler de la distance d'avant-bras, donc tout ce qui est utilisé régulièrement va être à ma distance d'avant-bras pour pas que j'ai besoin de m'étirer et de me blesser au dos. Si on applique ces principes-là, ça va améliorer considérablement votre efficacité dans votre espace de travail. Ça, je vous le garantis. Je veux vous présenter quelques règles par rapport à la deuxième étape, situer. En fait, il y en a 3. La première règle, c'est de ranger de façon rationnelle. Si toutefois j'ai des objets lourds, je n'irai pas les placer sur des étagères en hauteur parce que ça va être difficile à manipuler. Également, utilité proximité, plus je l'utilise souvent, plus ça va être près de l'endroit où j'en ai besoin. Ça peut être aussi en lien avec le volume. Donc, si c'est très gros, que ça utilise beaucoup d'espace, je vais privilégier peut-être un endroit plus reculé par rapport au fait d'avoir plusieurs petits espaces. Donc, mon espacement de tablette également sera à considérer. Le deuxième élément, c'est de définir des règles de rangement. Allez-vous ranger par thématique? Allez-vous ranger en ordre alphabétique? Allez-vous ranger en application? Donc, tout ça va vous permettre de bien situer vos choses et certaines choses peuvent être en ordre alphabétique et d'autres choses seront par thématique. Donc, il s'agit d'aller bien distinguer les objets que vous avez dans votre environnement. Et finalement, le troisième,
c'est d'aller classer selon le FIFO qu'on appelle First In, First Out. Donc, la première chose qui est rentrée dans dans nos objets va être la première à ressortir. C'est en opposition avec le Last In, First Out, dernier entré, premier sorti. C'est ce qu'on pourrait appeler un peu aussi le principe de rotation comme on voit dans les épiceries. Donc, ce que ça évite, c'est s'il y a des dates de péremption, ça passera pas date et les anciens éléments vont ressortir en premier. Donc, on n'accumule pas des choses qui vont être passées date, qu'on se rend compte pendant un an plus tard, par exemple, que c'est désuet. On l'a utilisé au moment où c'était le moment de l'utiliser. Comment est-ce qu'on peut venir implanter la partie située de façon informatique? Alors voici, je vous donne mes trucs. D'abord, en créant des raccourcis de vos dossiers les plus fréquemment utilisés sur votre bureau. Ces raccourcis-là, il importe de venir les renommer de façon à ce que le nom ne soit pas trop long et que vous ne réussissez pas à comprendre ce que c'est. Donc, de façon claire, de façon concise, on enlève le mot « copie de », on vient juste le renommer pour bien se retrouver sur notre bureau. Deuxième aspect, on va venir épingler certains dossiers dans notre barre verticale de dossiers épinglés. Cela va nous permettre de les retrouver beaucoup plus rapidement. Ça va également nous permettre de sauver du temps. On va les placer en ordre que l'on utilise de fréquence. Donc, celui le plus fréquemment utilisé, je vais le mettre dans le haut et ainsi de suite, de façon à ce que ce soit plus facile de se retrouver. Au niveau de notre navigateur web, maintenant, c'est la même chose. On va venir créer des raccourcis pour les pages que l'on utilise fréquemment et on va également venir les renommer. Par exemple, votre page Facebook, entreprise que vous avez créé un raccourci, c'est pas obligé d'être écrit Facebook entreprise au long. Ça pourrait être tout simplement FB. De toute façon, avec le logo, on se retrouve ENT pour entreprise, pour distinguer avec votre Facebook personnel, mais de toute façon, ils sont interconnectés, mais si toutefois vous voulez arriver directement sur votre page Facebook de votre entreprise. Également, comme nous sommes des Nord-Américains et que nous lisons de gauche à droite, ce que l'on veut, c'est d'avoir à gauche le raccourci qu'on utilise le plus fréquemment et ensuite on va décaler vers la droite. Et la même chose si c'est dans les autres favoris, que ce n'est pas dans la barre de tâches mais plutôt dans la colonne, on met dans le haut le dossier qu'on va utiliser le plus fréquemment avec tous les raccourcis qui vont être mis dedans et on va descendre comme ça du plus fréquent en allant au moins fréquent. En organisant de façon efficace votre espace numérique, vous allez augmenter votre productivité de façon significative et je vous garantis que vous allez beaucoup réduire également les pertes de temps. Nous sommes maintenant rendus à la troisième étape qui est celle de scintiller. Donc, on a supprimé ce qui était inutile, on a décidé en deux où on allait situer nos choses. Avant de placer tout ça sur les tablettes, on va aller passer un coup de chiffon, on va nettoyer, on va dégraisser. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir un environnement propre, ça évite les pertes. Les pertes, pourquoi? J'ai déjà eu des clients, écoutez, on est obligé de jeter des choses parce que c'était souillé, c'était tombé au sol, les gens avaient piétiné dessus, des choses qui sont abîmées parce que justement, c'était pas bien stocké, donc ça a abîmé des choses, c'était trop poussiéreux. Donc, il y a vraiment des pertes monétaires qui sont associées à ça et qui sont très tristes, si vous voulez mon opinion. Également, quand on a fait cette étape-là de scintiller, ça va faciliter l'adhérence des étiquettes pour identifier, qui est la prochaine étape qu'on va aller voir ensemble. Donc, dans mon bureau, le fait de bien l'entretenir, d'avoir un aménagement qui est adéquat et le fait que ce soit propre, ça va favoriser, bien entendu, une meilleure concentration et ça va éviter les pertes. Vous serez d'accord avec moi que de devoir réimprimer un document de présentation alors qu'on s'en allait en rencontre parce qu'il s'est tout froissé ou qu'on a fait une tache de café dessus, ça engendre des coûts monétaires. Donc, le fait de scintiller va éviter ça. C'est à cette étape-ci également qu'on va aller détecter toutes les anomalies.
Si j'ai une étagère qui est chambranlante, bien, je vais la fixer au mur. Si j'ai des tablettes qui sont peut-être instables, je vais prendre les dispositions. Même chose peut-être de mettre de l'huile sur une penture, une glissière, pardon, de tiroir qui fait un peu de bruit. Alors tout ça, à l'étape 3, scintiller va me permettre d'avoir un environnement de travail qui va être optimal pour ma concentration et va éviter aussi les pertes monétaires. Nous sommes rendus à la 4e étape qui est l'étape de standardiser. Pourquoi est-ce qu'on veut standardiser? C'est pour éviter que le désordre revienne. Hein? Là, on vient de faire beaucoup d'efforts pour supprimer, bon, etc. Et parfois, ben oui, c'est sûr que, comme je vous disais tout à l'heure, si vous avez un stagiaire ou que vous engagez un autre employé temporairement, vous êtes plusieurs à jouer dans le même environnement, mais même pour vous-même, ça peut faciliter que d'avoir des standards. Donc, comment est-ce qu'on fait pour standardiser? Je vous parlais tout à l'heure de l'étiquetage. Ça, c'est une première affaire. Donc, on va aller étiqueter sur nos tablettes où vont toutes les fournitures, où vont chacun de nos produits peut-être que l'on vend. La raison pour ça, c'est que quand c'est sur les tablettes, ça va bien, hein? C'est facile d'en remettre d'autres, on voit très bien aussi, mais peut-être que vous allez éliminer complètement, vous allez vider une tablette parce que, je ne sais pas, c'est rendu tout en boutique et là, dans votre arrière-boutique, par exemple, vous avez plus de repères parce que les tablettes sont toutes vides et vous ne savez plus où remettre vos choses. Donc, c'est pour ça qu'on cherche à étiqueter les choses. Le deuxième élément, deuxième truc que je vous donne, ce sont les codes de commande. Donc, sur vos étiquettes, vous pourriez également placer le code de commande. Donc, quand vous vous rendez compte qu'il vous manque un certain élément, ce que vous faites juste noter le code de commande, vous allez directement dans votre ordinateur et vous le commandez directement. Ça évite d'avoir à faire des recherches à chaque fois. Donc, c'est très, très avantageux d'indiquer nos codes de commande. Troisième élément que je vous donne, c'est au niveau du réapprovisionnement. Avec l'expérience, vous allez savoir que votre fournisseur de tel produit, par exemple, prend 3 semaines à vous livrer. Tel autre produit, c'est peut-être juste 2 semaines. Et aussi, vous allez connaître la quantité de cet objet-là que vous utilisez. Alors, à ce moment-là, pour faciliter votre réapprovisionnement, vous pourriez glisser des cartons à la verticale ou encore sur une liste, vous indiquer que quand il me reste 2 boîtes de tel produit, c'est le temps de commander pour être sûr de ne jamais en manquer. Ou s'il me reste 3 paquets de telle autre chose, c'est le temps de commander. Ou celui-là, je peux attendre de ne plus en avoir du tout parce que c'est pas grave, je l'utilise pas souvent. Le temps que j'épuise mon dernier paquet, je vais recommander et il va arriver entre-temps. Donc, cette technique-là de réapprovisionnement fait en sorte que vous ne vous retrouvez jamais le bec à l'eau. Vous pouvez toujours faire affaire avec vos fournisseurs préférés. Vous ne serez pas obligé d'aller rapidement acheter de quelque chose qui va vous coûter plus cher parce que vous aviez mal calculé vos quantités. Le prochain élément, c'est de faire les dessins pour les objets que vous ne pouvez pas étiqueter. Je pense par exemple à un objet qui est plus gros, qui est volumineux, puis qu'on veut le mettre sur un cintre, puis on veut pas sur un cintre, mais sur un support, pardon, au mur, puis c'est difficile d'aller l'étiqueter, mais on peut dessiner à ce moment-là la forme de l'objet et quand on le remet, on sait précisément où le remettre. Donc ça, c'est aussi une autre possibilité. Essayez de garder en tête que quand vous allez ranger des choses, le rangement vertical est beaucoup plus avantageux que le rangement horizontal. Donc, si je pense à des dossiers, par exemple, si je veux prendre un dossier qui est en dessous ou une pile de livres, que je veux prendre un livre qui est en dessous, il y a des chances que la pile devienne chambranlante et ça devient compliqué. Si tout est à la verticale, comme dans une bibliothèque, si on parle de livres, c'est facile de prendre un livre sans venir interférer avec les autres livres qui sont autour. Dernier élément, mais non le moindre, les tiroirs. C'est tellement facile d'avoir des tiroirs qui ont l'air d'un foutoir total. Alors, ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est de placer des contenants, différents contenants de différentes grandeurs selon vos besoins, mais de façon à couvrir la surface complète du tiroir, ce qui fait que quand vous allez ouvrir et fermer le tiroir, les objets ne se promèneront pas
constamment et ça ne deviendra pas tout à l'envers. Maintenant, si vous vous dites, oh Nathalie, moi j'ai beau essayer, mais dans mes tiroirs, ça vient très à l'envers, je ne réussis pas à me retrouver, recompartimenté. Donc, si vous mélangez, par exemple, 4 sortes de trombones dans un même contenant, c'est sûr que la journée, vous avez besoin d'un type de trombone. C'est un peu fâchant parce qu'il faut aller se démêler à travers tout ça. Donc, prenez plutôt 4 plus petits contenants pour les mini-trombones, les trombones réguliers, les trombones extra et les pinces à feuilles, par exemple. À ce moment-là, vous allez avoir beaucoup plus de facilité, vous allez piger la main directement et vous allez obtenir du premier coup ce que vous désirez avoir. Donc, standardiser, ça va venir faciliter le maintien. C'est la raison pour laquelle on le fait, parce qu'on ne veut pas avoir à recommencer constamment tout le processus. Comment est-ce que je peux implanter la 4e étape standardisée au niveau informatique? Parce qu'on ne se cachera pas que le fouillis informatique existe aussi, hein? Alors, pour standardiser, d'abord, un plan de classification. Faites-vous un plan de classification. Il faut que ce soit clair dans votre tête où vous classez chacun de vos documents, chacun de vos fichiers. Si ce n'est pas clair, ça va cafouiller, ça va être partout et vous allez vous y perdre. Également, nomenclature. Établissez-vous des standards. Comment vous allez nommer vos documents? Quelles seront les abréviations que vous allez vouloir conserver, utiliser et quel sera mon principe d'utilisation majuscule, minuscule, barre de soulignement, trait d'union, espace et tout ça. Donc ça rentre tout dans la nomenclature. C'est important d'y réfléchir de façon à avoir de la constance dans vos fichiers parce que c'est ce qu'on veut, standardiser, hein, créer une constance pour être capable de se retrouver. Ensuite, je vous suggère de vous créer des méthodologies concernant différents aspects. D'abord, les courriels. Après combien de temps allez-vous éliminer des courriels? Après combien de temps vont-ils être archivés? Il y a moyen d'aller se créer des règles automatiques de façon à ce que ces 2 étapes-là se fassent tout seuls et ne requièrent pas de votre temps du tout. Une méthodologie également au niveau de l'élimination des fichiers. Après combien de temps est-ce que je débarrasse certains fichiers d'anciens clients, par exemple? Est-ce que c'est après 10 ans, 5 ans, 20 ans? Mais c'est important de le faire clairement. Et finalement, la dernière méthodologie, c'est au niveau de votre sauvegarde. Qu'est-ce que je vais sauvegarder en info nuagique? Qu'est-ce que je veux sauvegarder avec une compagnie externe qui peut m'offrir les services de sauvegarde? Qu'est-ce que je n'ai pas besoin de sauvegarder parce qu'on n'a pas besoin de tout sauvegarder? Alors ça va vous donner une bonne idée et ça va vous permettre de vous créer des standards au niveau de toutes ces méthodologies-là. Finalement, réservez-vous 15 minutes par semaine pour faire un mini ménage de votre ordinateur de façon à ce qu'il n'y ait pas d'accumulation. Ce mini ménage-là va être très salvateur parce que vous n'aurez pas besoin de faire des giga-ménages 1 ou 2 fois par année. Nous sommes rendus à la 5e et dernière étape des 5S qui est suivre. En fait, le système 5S, il est performant seulement si on a un contrôle rigoureux. Il va être efficace à long terme par des efforts soutenus. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous en tant que solopreneur? Parce que là, dans une usine, il y a plusieurs étapes. Mais en tant que solopreneur, ça veut dire que je vais me prendre 4 moments dans l'année où, idéalement un par saison, où je vais m'arrêter, où je vais prendre le temps d'analyser est-ce que ma méthode va toujours aussi bien? Est-ce que ça pourrait pas être bon que je renlève mes choses sur mes tablettes puis que je refasse un petit coup d'époussetage, par exemple? Est-ce que, à la rigueur, je me suis rendu compte que je devrais peut-être intervertir des choses sur une tablette pour respecter mon principe d'utilité-proximité? Donc, tout ça va me permettre d'être beaucoup plus efficace et d'avoir un système 5S qui fonctionne numéro 1 pour moi. Comment applique-t-on cette 5e étape au niveau informatique? Mais c'est un peu comme pour les objets. On va venir se réserver 4 périodes dans l'année pour venir analyser nos façons de faire et venir faire les ajustements. Moi, je vous conseille de peut-être vous rédiger un canevas de ce que vous aimeriez analyser. Donc, vous faites un canevas et vous énumérez tous les points que vous aimeriez analyser. Et ensuite de ça,
bien sûr, on va venir ajuster là, selon ce que l'on aime, ce que l'on aime moins. On peut même se faire un petit système de pointage. Donc ici, je score 4 sur 5. Ici, je score plutôt à 2 sur 5. Donc le 4 sur 5, on le garde comme ça. Mais le 2 sur 5, il y a vraiment lieu de faire un ajustement. Donc informatiquement aussi, il faut s'arrêter et analyser. En conclusion, on pourrait dire merci aux ingénieurs japonais, n'est-ce pas, qui ont inventé la méthode 5S. Écoutez, pour parvenir à ce degré de maîtrise de votre espace de travail, eh bien, il faut l'implanter progressivement. Pensez pas tout faire d'un coup. Surtout, on ne culpabilise pas si on ne réussit pas à conserver le zéro désordre. C'est normal, ça va revenir. Il suffit de s'arrêter, de réajuster le tir, de réorienter nos vues. Rappelez-vous que d'utiliser la méthode 5S, c'est autant pour l'organisation de votre espace de travail que pour le travail en soi. Alors, vous êtes prêts à commencer? Mon nom est Nathalie Bureau. Il m'a fait plaisir de vous présenter cette vidéo aujourd'hui. Je vous invite à visiter mon site web, le nataliebureau.com. Vous allez trouver plein d'astuces dans mon blog. Je suis également sur plusieurs plateformes de réseaux sociaux, alors n'hésitez pas. Et si vous avez aimé cette vidéo de Télétravail Académie, mettez un petit pouce, abonnez-vous à la chaîne et repartagez dans votre environnement. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci à Nathalie et à tous nos commanditaires, partenaires. C'est grâce à eux qu'on peut vous offrir du contenu de qualité gratuitement sur cette chaîne. D'ailleurs, abonnez-vous pour avoir accès à toutes nos discussions d'experts, nos conférences Midi-Causerie Télétravail Académie et nos formations gratuites. Bon télétravail!